Le téléphone vibra encore une fois de plus, mon vieil iPhone glissa légèrement sur la table en bois, comme s'il cherchait à s'échapper. L'écran continuait de s'illuminer avec des noms que je connaissais par cœur. Maman, papa, Ethan, les mêmes trois, tournant en boucle comme un cauchemar récurrent. Il y a 6 mois, j'ai quitté cette maison de la banlieue de Tulsa. Pas de cris, pas de larmes. Je suis simplement partie tranquillement après que ma mère ait crié les derniers mots, espèce de gâtée ingrate, sors et ne reviens jamais. J'ai tourné le dos en disant cela non pas parce que je voulais paraître noble. J'étais simplement trop épuisée pour répondre. Après des années à vivre comme une ombre, il ne me restait plus d'énergie pour discuter. Maintenant, j'étais recroquevillée sur une chaise grinçante dans un appartement d'une chambre dans le nord d'Oklahoma City. Chaque coin de l'endroit portait une teinte fatiguée, mais au moins c'était le mien. Personne n'attendait derrière la porte avec une facture de téléphone ou une accusation froide. Juste le doux grincement du ventilateur de plafond et la lumière paresseuse du soleil glissant à travers les rideaux. Le téléphone s'illumina à nouveau. Maman, pour la 5e fois, un message apparut même avant la sonnerie. Naomi, si tu tiens encore à cette famille, ne serait-ce qu'un peu décroche, s'il te plaît. Ethan est débordé. Ethan est débordé. Je pressais mes lèvres l'une contre l'autre, balayant l'écran sans le déverrouiller. J'avais entendu cette phrase trop de fois. Il est en difficulté. Il a besoin de toi. C'est ton petit frère. Ethan, celui que maman avait couvé de 10 à 31 ans, celui qui n'a jamais eu de vrai emploi, mais qui avait toujours de nouveaux vêtements, de nouvelles consoles de jeux et quelqu'un pour nettoyer ses désordres. Ce quelqu'un, c'était moi autrefois. Je travaillais 60 heures par semaine dans la compagnie d'assurance, puis je rentrais changer les ampoules cuisinées et payer la facture d'électricité. J'étais la bonne fille, celle qui maintenait la famille à flot avec son propre sang et ses nuits privées de sommeil. J'avais cru qu'en m'efforçant un peu plus, il finirait par me voir. Je me trompais. J'ai mis le téléphone en mode silencieux, puis je l'ai posé face cachée. L'écho de sa vibration résonnait encore dans mon crâne, comme une malédiction qui ne s'était pas encore complètement dissipée. Mais ça allait. J'avais appris à l'empêcher de me ronger la poitrine. J'avais appris à rester assise et à les laisser paniquer. Le jour où je suis partie, le ciel était clair. Pas de pluie, pas de tonnerre pour annoncer quoi que ce soit. J'ai emballé quelques tenues, mon ordinateur portable et un vieil ours en peluche dans une valise à roulettes et j'ai verrouillé la porte derrière moi avec la finalité d'un point à la fin d'une phrase. Il m'avait dit que je n'étais pas la bienvenue et je le respectais entièrement. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que je disparaisse vraiment. Maman envoie toujours des emails hebdomadaires. Papa lâche une phrase occasionnelle comme « Tu ne devrais pas laisser tes émotions te gouverner ». Ethan. Pas une seule fois il ne s'est excusé, mais hier il a finalement envoyé un message. Je n'arrive pas à croire que tu aies laissé maman et papa comme ça. Toute la famille souffre à cause de toi. Souffre à cause de moi parce que j'ai arrêté de payer leurs factures d'eau et leur hypothèque. Je me suis penchée en arrière, sentant la pression douloureuse le long de ma colonne vertébrale, due à la chaise usée, mais stable. J'ai pris une longue respiration régulière et j'ai réalisé que le silence ne m'effrayait plus comme avant. C'était de la clarté, la preuve que j'existais en dehors de leur contrôle. Chaque vibration du téléphone était un rappel de cicatrice, non pas de culpabilité, mais de la liberté pour laquelle je m'étais battue. Ces 6 derniers mois, je n'avais pas répondu non pas par cruauté, mais parce que je devais me rééduquer à ne pas réagir aux appels à l'aide qui n'étaient pas réels. J'étais habituée à être oubliée, mais le sentiment d'être tenue pour acquise comme la lumière de la salle de bain ou le Wi-Fi était quelque chose que je n'ai appris à nommer que bien plus tard. Quand j'avais 11 ans, je me souviens du jour exact où Ethan a rayé le pick-up de papa. C'était un Ford F-150 qu'il appelait toujours mon 3e enfant. Ethan a reculé sans ouvrir complètement la porte du garage, laissant une longue entaille comme une marque de griffure sur la peinture grise. Maman l'a trouvé en premier. Elle a haleté fort, puis le silence. 1 minute plus tard, elle s'est tournée vers moi et a demandé « Naomi, as-tu touché le camion ?» J'ai figé. J'étais à l'école à ce moment-là. J'avais eu un contrôle de maths ce matin-là et je n'étais même pas rentrée pour déjeuner, mais c'est moi qui étais interrogée. Ethan était assis à la table de la cuisine avec une part de pizza froide silencieux, comme si cela ne le concernait pas. Et honnêtement, ça ne l'a jamais concerné. Le favoritisme dans notre maison ne se manifestait pas comme une tempête. Il s'infiltrait comme de la moisissure. Lent silencieux s'infiltrant dans chaque brique et chaque fissure. Certaines choses, on ne les réalise que lorsqu'elles ont déjà pris votre souffle. On ne m'appelait jamais intelligente ou quelqu'un dont on devait être fier. Ce que je faisais, les mentions A, les tableaux d'honneur, les prix de maths d'État, étaient juste le minimum qu'une personne comme toi devrait accomplir. Pendant ce temps, Ethan recevait des applaudissements tonitruants juste pour avoir assisté à tous ses cours pendant 1 semaine. J'ai travaillé comme serveuse dans un restaurant de steak à Norman pendant 3 ans pendant mes études. Chaque soir, je terminais vers 22h, les mains douloureuses à force de porter des plateaux chauds, me précipitant toujours vers ma location pour étudier pour les examens de CPA. Ethan a fait une majeure en sport récréatif et a abandonné à mi-parcours. Maman a dit que ce n'était tout simplement pas son style d'apprentissage. Je me souviens qu'une fois, j'avais 39,4 degrés de fièvre et j'ai quand même dû me conduire à l'hôpital parce que personne n'avait le temps de m'y emmener. Mais quand Ethan a eu un léger mal de ventre à cause d'avoir mangé trop de frites,
maman a appelé une ambulance. Maman et papa sont venus aux urgences pendant que je recevais un message. Il y a des nouilles instantanées à la maison. Je ne rentrerai pas à temps. Quand j'ai eu mon premier emploi à temps plein dans la compagnie d'assurance il y a 6 ans, j'ai appelé à la maison pour partager la nouvelle. Mon père a dit « Bien, n'oublie pas de continuer à payer ton assurance santé ». Mais quand Ethan a été invité à un cours de travail du bois d'un week-end, toute la famille a posté à ce sujet sur Facebook comme s'il venait d'obtenir une bourse complète pour Harvard. J'avais cru que si je faisais tout bien les choses s'équilibrerait. Je pensais que si je restais hors des ennuis, prouvant ma valeur, il finirait par me voir comme un vrai membre de la famille, pas juste une ombre projetée par le soleil dont il se souciait vraiment. Mais je me trompais. Un soir, je suis rentrée après un long service, le dos douloureux, le cou raide comme de la pierre. Je suis entrée dans le salon et j'ai vu maman recroquevillée sur le canapé avec Ethan feuilletant un album photo. La seule photo de moi était glissée entre les pages délavées surexposées et sans légende. Pendant ce temps, Ethan avait 3 pleines pages intitulées « Enfance de notre ange ». Je suis restée là un long moment attendant que quelqu'un me remarque. Personne ne s'est retourné, personne n'a parlé, personne n'a demandé si j'avais mangé. Je suis allée dans ma chambre, j'ai fermé la porte et ce fut la première nuit où j'ai rêvé de courir. Pas de fuir, mais de courir vers quelque chose. J'avais passé près de 30 ans dans une maison que je pensais être un refuge, pour réaliser ensuite que je n'avais jamais été vraiment la bienvenue, pas comme une fille, juste comme un outil. Celui qui portait le poids, comblait les lacunes, et était toujours responsable pour que les autres puissent se permettre de s'effondrer. Plus je vieillissais, plus je réalisais que chaque compliment qu'il donnait à Ethan était une gifle à mes efforts. Il n'avait pas besoin que je brille. Ils avaient juste besoin que je reste silencieuse, que je ne demande rien, que je ne pose pas de limites, tant que je continuais à payer pour une famille bâtie sur des doux mensonges et des attentes étouffantes. Je me souviens encore du moment exact où les choses ont commencé à dérailler. C'était en février, une semaine avant la date limite de déclaration fiscale de fin d'année. Je travaillais des heures supplémentaires au bureau venant de terminer 40 heures en 3 jours consécutifs. Quand j'ai quitté mon bureau, l'horloge affichait 23h45. Les lampadaires se reflétant sur les fenêtres de ma voiture me donnaient un mal de tête lancinant et je devais encore rentrer chez moi et terminer un rapport de prévision financière pour un client. Maman a appelé juste au moment où j'ouvrais la portière de ma voiture. « Naomi, je suis désolée de te déranger, mais la facture de gaz ce mois-ci s'est élevée à près de 190 $. Ton père a oublié de la payer. Peux-tu t'en occuper pour moi ?» J'ai figé en plein mouvement mon badge de travail toujours autour de mon cou. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle a ajouté « Touche ceci une fois, je te rembourserai demain ». Combien de fois avais-je entendu cette phrase auparavant? Pourtant sa voix m'a fait faiblir. J'ai transféré l'argent là sur le parking, puis j'ai conduit jusqu'à la maison, comme si de rien n'était. Mais ce n'était que le début. La semaine suivante, c'était la facture d'électricité, puis d'eau, puis d'internet. Au début, maman disait toujours « juste une avance à court terme, je te rembourserai demain ». Progressivement, cela s'est transformé en « oh, la famille est censée s'entraider ». Et papa « oui, Naomi s'en occupe ». Personne ne demandait si j'avais l'argent. Personne ne s'excusait de m'appeler tard le soir. J'étais l'enfant avec un salaire mensuel, alors bien sûr on s'attendait à ce que je le porte. Un mois plus tard, Ethan a perdu son crédit à cause de paiements manqués sur un ordinateur portable de design graphique. Maman m'a appelé pendant une réunion. Mon cœur, Ethan, est dans une situation difficile. Il essaie vraiment, mais personne ne l'aide. Peux-tu te porter garante et en obtenir un remplacement? Ce n'est qu'un vieil ordinateur portable, peut-être 900. Je te rembourserai progressivement. Je savais ce que signifiait progressivement, mais j'ai quand même dit oui. Parce qu'à l'époque, je ne comprenais pas pleinement que lorsque l'amour est exploité, il cesse d'être de l'amour. En 3 mois, je couvrais la plupart des factures mensuelles du ménage, environ 1100 $ par mois. Je virais de l'argent via mon application bancaire si souvent que j'ai dû mettre en place des rappels automatiques. Certains mois, quand je disais gentiment que j'avais besoin de garder un peu d'argent pour moi, maman soupirait « Je ne pensais pas que tu serais si calculatrice ». Notre famille traverse une période difficile. Un samedi après-midi, je suis rentrée les bras chargés d'épicerie Whole Food, d'une boîte de détergent de papier toilette et de lait d'amande. En entrant, j'ai vu Ethan étalé sur le canapé croquant de la pizza, regardant YouTube sur la grande télévision, le ventilateur de plafond tournant au-dessus de lui. Personne n'est venu m'aider, personne n'a demandé si j'étais fatiguée. J'ai posé les sacs sur le comptoir de la cuisine et j'ai entendu maman appeler de la chambre « As-tu acheté les biscuits préférés de papa ?» Je n'ai pas répondu. J'ai juste ouvert tranquillement le réfrigérateur. La seule chose qui m'appartenait était une bouteille d'eau et une demi-citron séchée. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai créé une nouvelle feuille de calcul Excel. J'ai étiqueté chaque catégorie électricité, gaz aux réparations de voitures, d'état de médicaments pour papadette de carte de crédit. J'ai été forcée de me porter garante. Quand le total est apparu sur la dernière ligne, je suis restée figée pendant près de 10 minutes. 6 mois, plus de 16 000 $. J'ai imprimé la feuille de calcul et je l'ai collée au mur au-dessus de mon bureau. Pas pour me rappeler de demander un remboursement, mais pour ne jamais oublier à nouveau. Pour arrêter de me mentir en disant que je donnais par amour alors que la vérité était que je me faisais vider.
J'ai commencé à dire non doucement comme une petite expérience. J'ai refusé de conduire Ethan pour renouveler son permis. Le résultat, maman a appelé la voix tremblante. Tu as changé Naomi. Tu es devenue froide et égoïste. Papa a envoyé un court message. Tu dois connaître ta place. Et Ethan, il a simplement envoyé un message. Ne pense pas qu'un peu d'argent te rende spécial. J'avais cru que si j'étais assez bien, si je donnais assez, il réaliserait à quel point j'étais importante. Mais maintenant, quand j'ai commencé à garder ne serait-ce qu'une petite part pour moi, ils ont agi comme si je les avais trahis. Ce soir-là, je n'ai pas pu dormir. Pas à cause de la colère, mais parce que j'ai finalement réalisé que je n'avais jamais été vue comme quelqu'un avec des limites. J'étais juste une pourvoyeuse, une pompe, un pilier. Mais un pilier sans soutien finit par se casser. Un samedi après-midi, j'ai quitté le bureau vers 18 heures, tenant toujours ma boîte à lunch que je n'avais pas eu le temps d'ouvrir de toute la journée. J'avais travaillé toute la semaine. Un projet d'analyse des risques d'investissement d'urgence, plus une réunion surprise avec un client majeur m'avait empêché de rentrer avant la nuit. Je me suis quand même arrêtée à l'épicerie comme d'habitude. J'ai pris tout ce que maman m'avait envoyé par SMS, 2 bouteilles de lait d'amande, du bœuf maigre, de l'huile d'olive biologique, du pain complet. Le total était de près de 175 $, sans compter les collations et les fruits que j'avais pris pour Ethan, bien qu'il n'ait jamais dit merci. J'ai conduit près de 40 minutes vers le sud, jusqu'à l'ancienne maison de l'East Side de Tulsa, où j'avais vécu pendant près de 20 ans. Chaque fois que je tournais dans cette rue, un nœud se tordait dans ma poitrine, non pas de nostalgie, mais d'une douleur familière et persistante. Quand je suis entrée, il ne faisait pas encore complètement noir, mais les lumières étaient donc déjà allumées. La porte d'entrée était légèrement entr'ouverte, comme s'il m'attendait. Je l'ai poussée avec mon épaule, j'avais les mains pleines, personne n'est venu m'accueillir, juste le bourdonnement d'une émission de télé-réalité qui jouait dans le salon. Une de ces émissions qu'Ethan regardait toujours. J'ai posé les courses sur le comptoir de la cuisine. L'odeur des produits de nettoyage me piquait les yeux. Maman frottait toujours la maison le week-end, non pas pour la propreté, mais pour prouver qu'elle gérait toujours tout. Bien qu'en vérité, c'est moi qui achetais tout ce qu'elle utilisait. Quand je me suis retournée, elle était déjà debout dans l'encadrement de la porte de la cuisine, les bras croisés, les yeux fixes. Il faut qu'on parle. Sa voix était dure comme la pierre. J'ai figé encore dans mes chaussures. Je viens de quitter le travail, ai-je répondu en essayant de garder ma voix égale. Peux-tu me laisser 1 minute? Non, a-t-elle claqué. Ceci a été remis à plus tard assez longtemps. Papa est apparu du bas de l'escalier, derrière elle, silencieux comme une ombre. Ethan est resté affalé sur le canapé, les pieds sur la table, manette en main. Il n'a même pas levé les yeux, marmonnant seulement. Elle est là, hein. J'ai serré ma prise sur mon sac. Qu'est-ce qui se passe? Maman a soupiré comme si j'étais la cause de tout ce chaos. Naomi, a-t-elle dit avec une pointe de reproche, tu as un emploi stable, une voiture, ton propre appartement. Ce ménage a du mal. Ton père est fatigué. Ethan essaie toujours de trouver sa voie. Je pense qu'il est temps que tu contribues davantage. Je suis devenue immobile. J'ai payé l'électricité, le gaz, l'eau, Internet et une partie de l'hypothèque depuis près de 2 ans. J'envoie plus de 1 000 $ par mois. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Papa est intervenu la voix plate. Nous parlons de responsabilité, Naomi. La famille, c'est la responsabilité. Si tu es une adulte, tu devrais comprendre ça. J'ai hoché la tête lentement, ma voix plus tendue. Alors qu'est-ce qu'Ethan? Un invité avec un loyer gratuit, chut. Cette fois, Ethan s'est retourné. Il a laissé tomber la manette et a ricané. Ne me mêle pas à ça. Je ne t'ai jamais rien demandé. Si tu veux arrêter de payer, arrête. Épargne-nous cette fausse générosité. J'ai laissé échapper un rire sec, ma poitrine serrée comme si j'avais été frappée. Le problème, c'est que je n'ai jamais prétendu. J'étais réellement généreuse. Maman a claqué sa main sur la table de la cuisine. Ça suffit. Tu deviens de plus en plus égoïste chaque jour, Naomi. Tu vis toute seule et maintenant tu te crois meilleure que nous. Te rends-tu compte que cette maison risque la saisie? Le prêt étudiant d'Ethan a été refusé. Ton père a perdu son assurance maladie. Et toi, tu restes là à compter chaque dollar comme si nous étions un fardeau. J'ai regardé chaque personne dans cette pièce. La maison que j'avais aidé à maintenir à flot. Les personnes qui ne m'avaient jamais demandé comment j'allais dehors, si j'avais assez à manger, si j'avais jamais manqué une échéance de loyer, juste pour les couvrir d'abord. Alors, à quoi sert exactement cette conversation? Ai-je demandé. Vous voulez mon salaire entier, vous voulez que je paye l'hypothèque en totalité, acheter une nouvelle voiture à Ethan pour qu'il se sente enfin motivé. Ethan s'est levé me lançant un regard noir. Tu es hors de portée, Naomi. J'ai rencontré son regard. Hors de portée, je travaille plus de 60 heures par semaine. J'ai sacrifié ma vie personnelle juste pour empêcher que cette maison ne soit saisie. Et toi, à part cliquer sur cette manette et faire des demandes, qu'as-tu fait? Silence. Papa a serré le bord de sa casquette, sa voix s'abaissant. Si tu étais une fille responsable, tu comprendrais. J'ai hoché la tête plus en colère, juste vide. Alors si je ne paie pas, je ne suis plus une fille. Personne n'a répondu. J'ai ramassé mon sac et j'ai ouvert la porte. Le vent froid m'a giflé comme une tape silencieuse, mais cela a clarifié ma tête instantanément. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas crié, j'ai juste dit doucement, juste assez fort.
Alors cette maison n'a plus de fille nommée Naomi. Personne n'a dit un mot après ma phrase finale. L'air dans la pièce semblait épais, comme si tout l'oxygène avait été aspiré. Ethan se tenait figé près du canapé, tenant toujours une bouteille d'eau non ouverte. Papa fixait le sol, serrant le bord de sa casquette, comme s'il essayait de raisonner l'univers. Et maman, elle me regardait comme si j'étais une étrangère. Pas en colère, pas repentante, juste ce regard sec et froid que je n'oublierai jamais. Sors, a-t-elle sifflé la voix tranchante comme un rasoir. Si tu oses tourner le dos à cette famille, maintenant, ne reviens jamais. Je n'ai pas bougé. Papa a levé les yeux, comme s'il voulait dire quelque chose, puis a simplement soupiré et s'est détourné. Ethan a souri pas tout à fait avec mépris, plutôt comme si c'était prévisible. J'ai ouvert la bouche peut-être pour expliquer, peut-être pour dire une dernière chose, mais je l'ai ensuite fermée parce que, étonnamment, je ne ressentais aucune douleur. Je me sentais légère. J'ai fait un pas en arrière, tenant toujours le sac d'épicerie que je n'avais même pas eu le temps de mettre au réfrigérateur. La porte d'entrée était juste derrière moi. Les lampadaires se déversèrent de l'extérieur, projetant une ombre diagonale sur le sol carrelé. Je me suis retournée, j'ai poussé la porte. Avant de sortir, j'ai jeté un dernier regard en arrière. Personne ne m'a regardé, personne n'a appelé, pas un seul mot pour m'arrêter. La porte a cliqué derrière moi avec un son net et propre, comme une lame tranchant le dernier fil emmêlé qui me reliait à cette maison. Dehors, le froid était plus vif que je ne l'avais prévu. L'odeur de l'herbe humide, le vent sec bruissant dans les branches d'érable dénudées. J'ai marché lentement jusqu'à la voiture, posé le sac sur le siège passager et me suis mise au volant. Je n'ai pas démarré le moteur. Je suis juste restée assise là, les deux mains sur le volant, fixant droit devant moi. Pas de larmes, pas de tremblements, pas de regrets. J'avais toujours imaginé que je pleurerais comme un enfant quand ce moment arriverait. Mais non, ce que je ressentais était un vide qui ressemblait à une libération. Pas un vide solitaire, juste assez d'espace pour enfin respirer. J'ai quitté ce quartier plus lentement que d'habitude. Alors que chaque lampadaire passait comme une coupure de phrase, je savais qu'un chapitre de ma vie était terminé. Pas avec des feux d'artifice, mais avec un silence irréversible. Sur le chemin du retour vers mon appartement, je n'ai pas écouté de musique. Je n'ai appelé personne, juste le son des pneus roulant régulièrement sur le trottoir. Une sensation étrange mais apaisante. Personne ne m'attendait, personne n'attendait un reçu. Personne ne demandait juste une petite chose de plus. Quand je suis rentrée chez moi, l'horloge indiquait près de 20 heures. J'ai porté les sacs à mon appartement du 2e étage petit chaud, faiblement éclairé par une lumière jaune pâle et l'odeur subtile d'huile de lavande qui flottait encore. J'ai posé les sacs sur le comptoir de la cuisine, enlevé mes chaussures, accroché mon manteau. Chaque mouvement était lent, étrangement paisible, comme si je venais de sortir d'une tempête dans laquelle j'avais été piégée pendant des années sans m'en rendre compte. Ce n'est qu'en me versant un verre d'eau et en m'asseyant sur le canapé que j'ai commencé à trembler. Pas par peur, mais parce que mon corps s'était enfin détendu après tant d'années passées en état d'alerte. J'ai regardé autour de la pièce. Tout était vieux. Une table de vente de garage, un canapé au tissu décoloré, un monstera dans le coin qui venait de pousser une nouvelle feuille après 2 mois de négligence. Mais c'était mon espace. Pas de critique, pas de culpabilité, pas d'escalier qui exigeait que je tienne bon. Encore une fois, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté ma feuille de calcul budgétaire. La colonne totale indiquait minimum 17 $. C'est ce que j'avais donné depuis janvier. Aucun remboursement, aucune promesse tenue. J'ai fait défiler jusqu'en bas. J'ai ajouté une dernière ligne dépense, finale, liberté. Coût inestimable, puis je l'ai fermée. Je n'avais plus besoin de la revoir. Cette nuit-là, j'ai dormi 8 heures complètes. Pas de rêve, pas de réveil, avec des messages tardifs d'Ethan, juste le doux bourdonnement du ventilateur de plafond et le rythme régulier de mon cœur. Enfin en paix. 3 jours après avoir quitté cette maison de l'East Side de Tulsa, je me suis assise seule dans la petite cuisine de mon appartement du 2e étage, faisant frire des œufs dans une vieille poêle que j'avais achetée sur Facebook Marketplace. Le beurre crépitait. L'odeur du café flottait dans l'air du matin. Et le plus étrange, c'est que personne ne m'appelait. Pas de téléphone qui sonne, pas de message disant « Naomi, peux-tu envoyer 120 $ pour réparer la plomberie ?» Pas d'alerte. Venmo, personne ne me demandait si je pouvais avancer le coût des médicaments de papa ou contribuer un peu plus pour qu'Ethan ne doive pas manger de ramen ce soir. Pour la première fois depuis des années, j'ai pris mon petit déjeuner sans vérifier le solde de mon compte. Et je ne me suis pas sentie coupable de dépenser de l'argent pour moi-même. J'ai posé mon café et j'ai regardé par la fenêtre. La brise d'avril en Oklahoma avait toujours un froid matinal, mais elle ne piquait plus. Elle ressemblait à un doux rappel. Je suis vivante et j'ai le droit de vivre en paix. J'ai commencé à reconstruire un rythme qui était le mien. Chaque soir, après le travail, je fermais mon ordinateur portable avant 18 heures. Plus d'emails après les heures de bureau. Je me suis inscrite à un cours de yoga le mercredi et j'ai passé mes samedis au marché fermier local où j'ai appris que les tomates de printemps sont plus sucrées que je ne l'avais jamais imaginé. J'ai acheté quelques livres que je considérais autrefois comme trop indulgents. J'ai commencé à planter des herbes sur mon balcon, un pot de romarin, quelques buissons de lavande et une petite plante de menthe que j'ai accidentellement trop arrosée, mais d'une manière ou d'une autre, elle a survécu.
Pendant ces soirées calmes, j'ai commencé à comprendre quelque chose. Le silence n'était pas effrayant comme je le pensais auparavant. Dans cette vieille maison, chaque moment de silence ressemblait à une tempête sur le point d'éclater. Le silence de maman signifiait qu'elle était en colère. Le silence de papa signifiait un jugement. Et le silence d'Ethan signifiait qu'il calculait sa prochaine demande. Mais ici, le silence signifiait simplement que personne n'avait besoin de rien de moi. Et ce n'était pas égoïste, c'était la liberté. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, je pouvais réellement planifier d'économiser. J'ai ouvert un compte séparé juste pour mes objectifs personnels. Un voyage au Colorado, un nouvel ordinateur portable, peut-être même engager un conseiller financier pour mieux comprendre l'investissement. Un dimanche matin, j'ai préparé une cafetière à froid et je me suis assise sur le balcon à lire. La phrase où j'ai plié la page disait « Tu ne dois à personne l'érosion lente de ta vie, juste pour qu'il soit à l'aise ». J'avais cru si longtemps que la famille signifiait un sacrifice inconditionnel. Mais ensuite, j'ai réalisé que porter les autres ne signifie pas se brûler pour leur donner lumière et ombre. Un après-midi début mai, j'ai croisé Macy, une ancienne amie de collège, lors d'un séminaire d'entreprise. Quand nous avons déjeuné, elle m'a regardée et a dit « Tu vas mieux, n'est-ce pas? Tu ressembles à la Naomi de la première année, mais plus forte. » J'ai juste souri. Pas besoin d'histoire. La façon dont je m'asseyais le dos droit, sans vérifier l'heure, toutes les minutes, sans tenir mon téléphone, comme si quelqu'un était sur le point d'exiger un loyer émotionnel. C'était une réponse suffisante. Je n'ai pas bloqué ma mère, mon père ou Ethan, mais j'ai désactivé les notifications, non pas pour me cacher, mais pour éviter d'être entraînée à nouveau. Au cours des 6 derniers mois, j'ai vu leurs messages. Certains blâmant, certains faisant comme si de rien n'était, certains suppliant. Mais je n'ai pas répondu, car j'ai appris que répondre n'est pas toujours de la gentillesse. Parfois, le silence est une légitime défense. Ce soir-là, en rangeant après le dîner, j'ai ouvert le courrier. Au milieu des prospectus habituels se trouvait une enveloppe mince, l'adresse de retour de la banque, le nom de ma mère en haut, mais le mien imprimé en bas à droite. Je l'ai ouverte. 3e avis de retard de paiement hypothécaire. J'ai figé pendant 1 seconde. Puis j'ai posé la lettre, je l'ai pliée et j'ai expiré lentement. Je savais ce qui allait arriver et cette fois j'étais prête à y faire face sans baisser la tête. Le message de papa est arrivé alors que j'organisais le rapport trimestriel de l'entreprise. Juste 8 mots. « Naomi, pourquoi n'as-tu pas payé ce mois-ci » Je l'ai lu 3 fois. Mes yeux se sont arrêtés sur le mot « payer », comme si c'était un devoir invisible que j'avais oublié. Pas de salut, pas de point d'interrogation, pas de contexte, comme si je faisais toujours partie du système de distribution financière de leur famille, sans jamais qu'on me le dise. J'ai fermé mon ordinateur portable, sorti mon téléphone et ouvert mon application bancaire. Au cours des 6 derniers mois, je ne leur avais pas envoyé un seul dollar. Je pensais que c'était clair. Apparemment, ils pensaient que j'étais juste en pause. J'ai consulté mon ancien historique de paiement avant de partir. J'avais envoyé 1 300 $ par mois pour aider à couvrir l'hypothèque comme maman avait l'habitude de le dire. Je n'ai jamais vu la facture réelle. Il n'y avait pas de contrat. Mon nom n'était sur aucun document de propriété. Je voulais l'ignorer, mais quelque chose m'a interpellée. Alors j'ai appelé la banque. La représentante du service clientèle a répondu après 3 sonneries. J'ai donné l'adresse, confirmé mon identité et demandé en essayant de garder ma voix stable « Pouvez-vous me dire le statut actuel de l'hypothèque pour le 1147 Westwood Drive ?» Il a hésité puis a répondu « Ce compte est en retard de 8 mois. Il est actuellement en pré-saisie. Le dernier avis a été envoyé il y a environ 3 semaines. » J'ai figé. 8 mois, cela signifiait que même lorsque j'envoyais encore de l'argent, il ne payait pas la banque. J'ai raccroché, choqué, engourdi. Toutes ces nuits tardives à faire des heures supplémentaires. Tous les moments où je me refusais des conforts de base juste pour transférer de l'argent avant le 15 de chaque mois. Et il ne l'avait même pas utilisé pour l'hypothèque. J'ai ouvert ma feuille de calcul budgétaire, retracé chaque transaction. Du moment où j'ai commencé à aider temporairement, jusqu'à ce que j'arrête, finalement, j'avais envoyé plus de 8 000 $. Et maintenant, cette maison allait être saisie. J'ai appelé Ethan. Il a décroché plus vite que je ne m'y attendais. Naomi, enfin, maman panique. La banque a envoyé une autre lettre. Quelle est ta solution? J'étais confuse. Ma solution pourquoi je ne suis plus impliquée dans cette maison? Il a soupiré bruyamment, sa voix dégoulinant de reproches. Ne joue pas la stupide. Tu as payé l'hypothèque tout ce temps. Puis tu nous as soudainement coupés et maintenant la banque menace de saisie. Tu ne ressens aucune responsabilité, je me suis mordu la langue. Qu'en est-il de l'argent que j'ai envoyé pendant 8 mois d'affilée? Qui l'a eu, qui l'a utilisé? Il est resté silencieux un instant, puis d'un ton plat. Je ne sais pas. Maman a dit que tu ne couvrais qu'une partie, donc les derniers mois ont été insuffisants. Elle l'a probablement utilisé. Je l'ai interrompu. Tu habites là, tu n'as pas remarqué les avis de la banque, l'électricité coupée, puis rétablie. Tu ne t'es pas demandé pourquoi l'hypothèque n'était pas payée alors que j'envoyais de l'argent. Sa voix s'est aiguisée. Qu'est-ce que tu essayes de dire? Nous avons des difficultés. Tu es dehors à vivre confortablement et nous allons perdre la maison. Tout ce qu'il faut, c'est un paiement d'1 mois supplémentaire. Ils vont travailler avec nous. J'ai ri froidement. Je ne suis plus ton plan B, Ethan. Et ne dis pas nous. Je ne fais pas partie de votre groupe. J'ai raccroché. 3 minutes plus tard, maman a appelé. Je l'ai laissé sonner. Ma poitrine se serrait, mais je n'ai pas cédé. Son message a suivi juste après. En courte rafale. Naomi, je suis désolée si tu t'es sentie pressée. Mais cette maison est la tienne aussi. Tu as grandi ici.
Tu le regretteras si nous la perdons. Je n'ai pas répondu parce que pour la première fois de ma vie, j'ai vu les choses clairement. Ils ne m'ont jamais vu comme leur fille, seulement comme leur police d'assurance non déclarée, un portefeuille ambulant, un bouton de sauvetage pour les erreurs. En répétition, j'ai regardé la lettre de la banque toujours sur ma table, puis je l'ai déchirée en deux. Pas par colère, mais parce que j'avais finalement accepté la vérité. Je ne pouvais pas sauver une maison que je n'avais jamais possédée, tout comme je n'ai jamais vraiment eu ma place dans cette famille. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai fait défiler l'interminable chaîne de messages de maman. Il a fallu 3 balayages juste pour atteindre le premier. Naomi, je sais que tu es contrariée, mais ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Ton père a perdu sa couverture d'assurance et Ethan n'a personne d'autre sur qui compter que toi. Si tu nous laisses perdre la maison, toute la famille dira que tu es sans cœur. Puis un message de papa est arrivé. Mon cœur, c'est toujours ta maison aussi. Tu veux vraiment nous voir à la rue et Ethan toujours grossier et insensible. Très bien, va-t'en. On verra qui t'aidera quand ce sera ton tour d'avoir besoin de quelqu'un. J'ai fixé l'écran, ne ressentant rien. Pas de colère, pas de douleur, juste une clarté glaçante. Ils avaient construit tout un système autour de moi où ma gentillesse était un devoir et mon silence un piège. Chaque fois que j'aidais, ils considéraient cela comme attendu. Chaque fois que je restais silencieuse, ils supposaient que j'étais faible. J'ai rappelé non pas parce qu'ils méritaient une explication, mais parce que je voulais régler les choses correctement. Maman a décroché après une sonnerie. Elle a mis sur haut-parleur et j'ai pu entendre papa et le bruit de tapotement sur la table en arrière-plan. Ethan était clairement tout près. Naomi, a commencé maman, sa voix si douce qu'elle me donnait la chair de poule. Je veux juste te demander une chose, ai-je dit lentement. Il y a 8 mois, j'envoyais encore les paiements hypothécaires. Où est allé cet argent? Silence pendant quelques secondes, puis maman a bégayé. Eh bien, ton père avait besoin de soins dentaires. Ensuite, la voiture d'Ethan est tombée en panne. Et tu sais, le coût de la vie a augmenté. Tout s'est accumulé. J'avais l'intention de régler ça plus tard. Mais je l'ai interrompu. Vous tous avez utilisé l'argent que j'ai envoyé pour des choses sans rapport, puis vous avez laissé la maison tomber en pré-saisie. Chut, papa est intervenu. Nous n'avions pas l'intention que cela arrive, mais tu es parti juste au moment où les choses devenaient difficiles. Si tu étais resté, peut-être que ça n'aurait pas empiré autant. Donc j'ai ricané. Non, si j'étais resté, tu aurais toujours caché la vérité, toujours dépensé mon argent et me ferais nettoyer le désordre comme toujours. Le ton de papa s'est aiguisé. Mais Naomi, ne sois pas si ingrate. Je t'ai porté pendant 9 mois. Maintenant, nous sommes sur le point de perdre notre maison et tu détournes le regard. Non, ai-je répondu calmement. Je ne suis pas ingrate, mais je ne suis plus stupide non plus. Silence. J'ai continué. Je suis ta fille, pas un plan de sauvetage financier, je ne suis pas ta banque privée, pas ta dernière planche de salut, et je ne suis certainement pas l'excuse que tu utilises pour éviter tes propres responsabilités. Ethan a crié en arrière-plan. Tu te crois tellement spécial. Sans nous, tu ne serais rien. J'ai ri non pas par amusement, mais parce que cette phrase confirmait tout ce que je soupçonnais depuis des années. Je n'ai pas réussi grâce à vous, ai-je dit. J'ai réussi malgré vous. Maman a commencé à pleurer. Papa a expiré bruyamment. Ethan a marmonné quelque chose que je n'ai pas pu attraper. Je ne m'en souciais plus. Je vous souhaite le meilleur, ai-je dit. Désormais, vous êtes responsable de vos choix. Et si quelqu'un demande pourquoi j'ai coupé les ponts avec cette maison, dites la vérité. Vous avez dépensé l'argent que j'ai envoyé, puis vous m'avez caché la vérité. J'ai raccroché. Ma main ne tremblait pas. Mon cœur battait lentement. J'ai ouvert mes contacts. Maman bloquée. Papa bloqué. Ethan bloqué. Pas par haine, mais parce que j'avais besoin de paix. J'ai envoyé un dernier message dans le groupe familial, juste une ligne. Je ne suis plus votre plan B. Au revoir. Puis j'ai quitté le groupe. Pour la première fois depuis des années, mon téléphone est devenu complètement silencieux. Pas de messages culpabilisants, pas d'appels nocturnes, pas de sonneries répétées comme des alarmes, m'avertissant que j'avais fait quelque chose de mal. Je me suis assise sur le canapé et je me suis versé une tasse de thé à la menthe poivrée. Dehors, le soleil venait de se coucher à l'horizon, laissant une traînée orange dans le ciel. Je me suis appuyée contre le coussin, les yeux fermés, me sentant vide et pourtant pleine de manière étrange. Je ne savais pas comment il s'en sortirait maintenant, qui il trouverait pour assumer le blâme, quelle histoire il raconterait aux parents, voisins et amis. Je ne savais qu'une chose, je n'étais plus la fin de cette histoire. L'histoire de Naomi est un puissant rappel que parfois la famille ne vient pas avec le respect. Couper les liens avec des relations toxiques, même celles étiquetées comme familiales, n'est pas égoïste. C'est un acte courageux d'autopréservation. Dans la vraie vie, beaucoup de gens portent silencieusement des fardeaux, se sacrifient par obligation. Mais le véritable amour ne vous demande jamais d'abandonner votre identité ou votre paix. Vous avez tout à fait le droit de dire assez. Que pensez-vous de la décision de Naomi? Que feriez-vous à sa place? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour d'autres histoires réelles puissantes sur la famille, les limites et l'estime de soi.